à tous, merci beaucoup d'être là, merci de vous asseoir. On est très heureux donc pour cette session presque finale, hein, c'est l'avant-dernière, d'avoir un très très beau panel et de parler d'intelligence artificielle, car on sait que tous vous êtes absolument passionnés par ce sujet et on en a beaucoup évidemment évoqué de questions autour de l'intelligence artificielle durant ces rencontres. Alors, dans cette plénière, qui s'intitule donc « État inversé, le rapport de force », j'ai le plaisir de vous présenter nos intervenants. Alors, à ma gauche, Eman Ezat, qui est directeur général de Capgemini. Ensuite, Paul Hudson, directeur général de Sanofi. Ensuite, Jacques Attali, écrivain et président de Attali Associates. Et puis, Tatiana Jana, qui est avocate, entrepreneur. Elle a été entrepreneur durant 15 ans, hein, une jeune femme comme ça, on n'imagine pas, et elle a vendu son entreprise à Amazon, ça mérite d'être mentionné. Elle est investisseur et elle est à l'origine d'associations qui œuvrent dans le champ du numérique. J'ajouterai qu'elle est membre du Conseil national du numérique. Donc voilà, quelques mots d'introduction et puis je laisserai la parole évidemment à nos intervenants. Alors je voulais commencer par une petite précision qui est peut-être importante quand même, peut-être on y reviendra. L'intelligence générative, elle est récente, elle est assez récente, on en a beaucoup parlé, c'est le fait qu'elle génère des contenus, ça peut être des images, ça peut être des textes, etc., à partir de quantités considérables de données qu'on lui fournit dans sa phase d'entraînement. Le grand public l'a découverte avec ChatGPT, je suppose que beaucoup d'entre vous ont essayé. L'IA, l'intelligence artificielle tout court si je puis dire, existe de longue date. Elle permet de faire des calculs complexes et renvoie à toutes les formes d'apprentissage machine et d'automatisation intelligente. Alors l'intitulé de notre session renvoie à la façon dont l'IA, et singulièrement l'IA générative, peuvent s'avérer être éventuellement un danger, une menace pour nos démocraties ou pour nos économies, face aux GAFAM notamment, mais pas seulement face aux GAFAM, face aux rapports de force mondiaux qui sont en train de se tisser. Alors, juste un peu retour dans l'histoire, en 1872, l'écrivain britannique Samuel Butler publiait un roman dans lequel s'opposaient deux groupes d'individus. Alors il y avait ceux qui défendaient les machines et ceux qui craignaient qu'elles les remplacent. C'est une vieille histoire, à chaque fois qu'il y a une innovation, on entend la même chose, on l'a entendu avec les chemins de fer et avec beaucoup d'autres choses. Donc l'histoire économique montre à quel point l'innovation peut être crainte, mais aussi infiniment souhaitable. Alors on retrouve donc ces débats avec l'intelligence artificielle, j'ai presque envie de dire encore plus, entre les décélérationnistes, les doomers, et les techno-optimistes. Alors les premiers évoquent les risques de manipulation de l'information, ils existent, hein, de désinformation, de perte de contrôle des systèmes d'intelligence artificielle. Les modèles peuvent réaliser des actions non désirées, engendrer des accidents en matière de cybersécurité. Et là, on a peut-être franchi une marche par rapport à d'autres innovations. Et l'inquiétude, donc, est d'une nature un petit peu différente. Et puis, du côté des seconds, et tout particulièrement dans certains secteurs, comme celui de la santé, et on en parlera notamment avec Paul Hudson, on sait à quel point l'intelligence artificielle est une incroyable chance. C'est à la fois le poison et le remède, la parabole d'Ésope, que vous connaissez sans doute, c'est le pharmacone, qui est à la fois un médicament et un poison. Alors quel est alors le rôle des États? Comment peuvent-ils à la fois promouvoir le développement de l'intelligence artificielle, ou du moins l'accompagner, promouvoir la recherche qui s'y attache, et en même temps protéger les institutions, les individus des dangers qu'elles véhiculent? Comment inverser le rapport de force, pour reprendre l'intitulé donc de notre rencontre? Alors, il est clair que plein de questions restent ouvertes. Alors, je vais en mentionner quelques-unes, hein, il y a la question évidemment des destructions d'emplois, mais on en a déjà parlé. Elles sont probables, mais aussi il y aura des créations, c'est la fameuse destruction créatrice que vous connaissez. Et les promesses en termes de productivité, les questions de compétences. Deuxième grande question, l'IA sera-t-elle favorable à l'accroissement du bien-être des citoyens? Dans le fond, c'est la question la plus importante. Hein, ou du moins, à quelles conditions le sera-t-elle? Et ces conditions relèvent-elles plutôt du rôle des États, des entreprises, des individus,
des associations, des ONG, etc. Et dans ce cadre, où se situe le pouvoir? Alors pour discuter de toutes ces questions, je vais commencer par Emma Nezat, donc Capgemini. Alors j'avais envie de poser une question toute bête, hein. Comment Capgemini, à la fois dans ses process même, utilise l'intelligence artificielle? Vous conseillez beaucoup d'entreprises. Dans quelle direction vous les conseillez? Et bon, déjà celle-là, je reviendrai ensuite. Bon, merci, bonjour à tous. Donc évidemment, pour nous, l'IA et l'IA générative sont très importantes. C'est une technologie. Donc notre métier, c'est d'aider les entreprises à l'approbation de la technologie et de pouvoir faire en sorte que ça soit utile pour l'entreprise. L'IA générative est nouvelle. L'IA n'est pas nouvelle, hein. Avant ChatGPT, on avait déjà 30 000 personnes qui travaillaient dans la gestion des données et l'IA. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et le fait que l'IA générative ou même les technologies de manière générale vont amener de la productivité, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait longtemps qu'on automatise déjà des tâches dans des départements financiers, ressources humaines, la logistique et autres. Donc, mais chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui arrive, on a les mêmes craintes. On a les craintes notamment parce qu'on a parlé d'abord de productivité importante. Rapport du FMI l'année dernière, ou en début d'année, disait 300 à 400 millions de jobs potentiellement à risque. Évidemment, on se rend compte très rapidement que ça ne se passe pas comme ça. C'est beaucoup plus compliqué. Les niveaux de productivité prévus ne sont pas là, ils sont beaucoup plus faibles et ça prend beaucoup plus de temps. Donc il y a de la productivité à travers l'IA générative, oui, puisqu'on arrive à utiliser, au-delà de données, on peut utiliser du texte, de la voix et d'autres informations qui donnent du contexte, qui permettent de faire que les gens soient augmentés, soient plus productifs. Maintenant, est-ce qu'on arrive à des automatisations massives de jobs? Absolument pas. Juste pour vous citer un rapport d'un économiste récent du MIT a estimé l'impact sur la productivité mondiale de l'IA générative de 4 à 5% au bout de 10 ans. C'est assez mogou, non? Non, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que le changement est à travers des gens. On change des processus, on change des méthodes de travail, on change il faut former les gens. Donc, les cas d'usage, c'est un par un. Nous, on travaille, on a fait près de 600 projets aujourd'hui dans les l'IA générative. On a 1800, 2000 qui sont aujourd'hui en attente de démarrage. Donc, on fait beaucoup de projets. Donc, on le voit. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes qui ont été créées à travers l'IA générative sur le fait que ça va donner des productivités massives. Mais ça ne se passe pas. Moi, j'avais des patrons il y a 12-15 mois qui me disaient, à travers l'IA générative, j'ai plus besoin de développeurs logiciels et je vais couper mes coûts d'informatique de 50%. Ils en sont revenus très rapidement parce que les niveaux de productivité ne sont pas là, les baisses de coûts sont beaucoup plus faibles et c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, je pense qu'au-delà de ça, il y a beaucoup, et on va en parler, il y a beaucoup d'aspects autour de l'innovation, de pouvoir, les découvertes de médicaments, comment essayer de gérer des réseaux de telco d'une manière beaucoup plus efficace. Donc on voit beaucoup d'opportunités en termes de création de valeur. On la sous-estime, on a trop stigmatisé les gens sur les aspects de productivité. Deuxièmement, sur le public et le privé, je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de travail ensemble entre le public et le privé sur ces domaines. Il y a évidemment les aspects de régulation, il en faut, comme pour toute nouvelle technologie, mais il faut faire attention. L'IA Act européen n'est pas un bon acte, parce qu'on est allé beaucoup trop loin. Il faut essayer de réduire le risque, mais on ne peut pas éliminer le risque. Si on essaie d'éliminer le risque, on tue l'innovation. Or, on va trop loin. Et en plus, avec l'IA Act, on cherche à réguler la technologie et non pas l'usage de la technologie. Donc l'orientation initiale était bonne, c'est de dire on va surveiller les modèles en fonction des modèles les plus risqués. Aujourd'hui, on est en train d'interférer avec le développement de la technologie. Et ça va faire fuir les gens. Donc, et le dernier point, juste pour le positionnement de la France au niveau de l'IA, on est très bien placé. On a des très bons centres de recherche, on a des très bonnes compétences, beaucoup de gens en investissent. Et donc, je considère que la France peut vraiment être à la pointe, à la fois en termes de développement de l'IA, mais aussi de montrer le modèle de qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA d'une manière éthique, d'une manière responsable et en termes de protection des données. Alors, je me tourne vers Paul Hudson.
C'est peut-être dans le champ de la santé, évidemment, qu'on attend beaucoup de l'IA. C'est la recherche sur les vaccins, sur les épidémies, sur les médicaments. C'est l'imagerie médicale, où les algorithmes entraînés sur des milliers d'exemples permettent aux radiologues de dépister des tumeurs ou des fractures, etc. Et on lit sur votre site, nous voulons devenir la première entreprise biopharmaceutique utilisant l'IA à grande échelle. Alors, comment Sanofi met en œuvre l'IA et quelles sont les questions qui peuvent se poser pour vous aujourd'hui? Merci, bonjour, je suis très heureux d'être ici, tout le monde. On va être très clair, il y a plus de maladies qui sont intraitables sans médecine, alors qu'il y a de maladies avec les médicaments. On a été limité par les tailles de nos laboratoires, le cerveau des gens. Et maintenant, avec cette grande disruption, il y a un moment où on peut envisager de traiter des maladies ou des traumas qui n'ont pas de traitement actuellement. Et donc, on va en tirer avantage. Et on tire avantage maintenant. Avec l'AI générative et les modèles, nous avons la possibilité de travailler en temps réel sur la conception de molécules qui pourraient traiter un cancer spécifique qui aujourd'hui tue des gens. Nous devons prendre cette opportunité. Nous avons la possibilité, encore une fois, de simuler ce qui se passe dans la médecine et ce qui va se passer dans le corps d'un individu avant de le donner à cette personne, afin de pouvoir éviter des effets indésirables et bien sûr les défis à relever lorsqu'ils ont des longs traitements, des traitements à long cours. Donc, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il faut à peu près 15 ans pour arriver à un médicament. Et dans ces 15 ans, 5 ans, et il y a 90% de chances d'échec dans les premières 5 années. 12 à 12 ans, il y a 35% de chances d'échec. Et il faut à peu près 3 milliards d'euros pour avoir un essai à 65% de chances de succès à 12 ans dans le programme. Si on peut utiliser l'intelligence artificielle et l'AI générative pour augmenter la probabilité de succès, ne serait-ce que de 5 ou 10%, alors on pourrait économiser beaucoup, sauver des vies, on pourrait être plus efficient avec notre argent et on pourrait déployer pour traiter des maladies qu'on ne peut pas inguérissables. Et donc, on apprend beaucoup, on peut identifier des targets, des cibles et développer de nouveaux médicaments. On utilise l'AI générative pour présenter des documents pour les protocoles cliniques. Lorsqu'on va à la FDA aux États-Unis, il nous faut 6 camions de documents il leur faut 1 an à lire avant qu'ils approuvent un médicament. Et on peut réduire ceci à quelques jours et la simulation en temps réel avec le régulateur pour un meilleur résultat en utilisant la GenAI. On n'utilise pas ces outils pour réduire des emplois, on utilise ces outils pour faire que nos gens se concentrent sur la recherche, l'action. Et non pas la synthèse et à présenter des tableaux de données. Ce n'est plus ce monde aujourd'hui, ce n'est plus approprié. Et je dis à mes propres enfants, n'utilise pas tes chats GPT, tu triches. Si tu es à l'université, ils rigolent. Ils disent, avant tu allais à la bibliothèque, on cherchait un livre pour écrire un essai. Et quelqu'un avait déjà caché le livre ailleurs dans la bibliothèque parce qu'il ne voulait pas que tu touches le livre. Donc tu te battais. Voilà. Mais la vérité, c'est que le monde a échangé. Dernièrement, il y a Snackable AI. Donc on a des Snackable AI tous les jours. Qu'est-ce qu'on entend par là? Simplement, lorsque vous m'envoyez un email avec Waze, donc l'app qui vous permet vous utilisez Waze, vous démarrez votre voiture, vous dites tourne à gauche, tourne à droite, et vous savez que c'est vrai, même si parfois vous savez que vous connaissez mieux, mais en fait vous ne le savez pas mieux. C'est beaucoup de données, c'est un modèle, c'est ouvert, et nous voulons qu'il y a 10 000 personnes qui vont travailler pour regarder l'application, regarder la notification qui va dire peut-être faudra passer un peu de temps sur ce sujet aujourd'hui parce qu'il y a une possibilité que vous manquez. Tournez à gauche, tournez pas à droite. Pour nous, c'est la meilleure moyen de libérer les potentiels de recherche et d'intelligence. Il faut regarder ça éthiquement, équitablement, de façon entrepreneuriale. Et donc, c'est important d'avoir un grand partenariat dont on ne peut pas écrire
de la réglementation et des politiques pour fonctionner de façon défensive. Vous êtes déjà déconnecté de l'économie mondiale compétitive. Mais il ne faut pas enlever la possibilité aux gens de tirer avantage. Pour nous, le Rubicon qu'on ne croise pas, c'est les données patients. Là, on peut chercher des patterns dans les données des patients, mais les données individuelles des patients sont les leurs et elles n'appartiennent pas aux médecins. Ça, c'est la rivière qu'on ne traverse jamais. Donc, il faut trouver de nouvelles médecines plus rapidement. Et nous, chez Sanofi, nous sommes bien sûr la société leader dans l'adoption de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Je me tourne vers Jacques Attali, qui a une hauteur de vue importante sur les rapports, je crois, entre l'Europe, les États-Unis. Et je voulais vous poser une question sur la place de la France et de l'Europe dans ce monde et avec l'intelligence artificielle. Des start-up européennes, on en a. On a Mistral AI pour la France, on a Aleph Alpha pour l'Allemagne, par exemple. Mais c'est tout petit en regard de ce qui se fait aux États-Unis et même dans d'autres pays, peut-être en Chine. Et comment concurrencer les géants américains? Alors, on dit beaucoup qu'on peut les concurrencer sur juste un élément de la chaîne de valeur, la fabrication des modèles, mais sur le reste, on n'y arrivera pas. Il nous faut les services de Google, Amazon, Nvidia. Qu'est-ce que vous pensez de cette guerre internationale, en quelque sorte, autour de l'innovation? D'abord, je dois discloser que je suis un petit actionnaire de Mistral. Ah, pardon, je ne le savais pas. Mais je voudrais reprendre un peu au début sur ce qui a été dit. D'abord, je trouve que ce mot d'intelligence artificielle est un mot génial parce qu'il est complètement faux. Ça n'est pas de l'intelligence, c'est de l'intelligence au sens anglais du mot, intelligence, qui n'est pas l'intelligence en français. Et ce n'est pas artificiel. Le vrai mot qu'il faudrait employer, c'est prédiction automatique. C'est un tout petit échelon dans la longue chaîne de l'évolution de l'automatisation de la manipulation de l'information qui a commencé avec la machine de Blaise Pascal en 1640 et qui a continué avec la machine de Babbage, la machine de Turing et bien d'autres choses, et qui continuera plus loin. Une toute petite étape. Dans cette petite étape, il faut distinguer deux dimensions très différentes. La prédiction automatique industrielle et le LLM. Pour faire gros, il y a beaucoup d'autres distinctions à faire. La prédiction industrielle, c'est-à-dire l'intelligence artificielle industrielle, ça c'est un champ énorme. C'est éviter les pannes, éviter les fuites, faire de la maintenance prédictive, détecter un certain nombre d'anomalies avant qu'elles aient lieu. Il y a là un potentiel de productivité considérable. Parenthèse, je dis par rapport à ce qu'Eman disait tout à l'heure, il y a en effet un très grand mystère qui n'est pas seulement sur l'intelligence artificielle, mais ça fait 30 ans qu'il y a une énorme augmentation de l'innovation et 30 ans qu'il y a zéro augmentation de productivité. Ce n'est pas seulement sur l'intelligence artificielle. Il y a un immense mystère qui s'explique, à mon avis, pour une autre raison qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, qui est que l'innovation n'augmente pas la productivité. L'innovation n'augmente pas la productivité depuis 30 ans. Donc ce n'est pas spécifique à l'intelligence artificielle. Bon, donc cette distinction étant faite, moi je crois beaucoup à la maintenance prédictive, c'est l'intelligence artificielle industrielle, et j'ai beaucoup de doutes sur l'intelligence artificielle dite générative, parce que d'abord, il y a encore énormément de difficultés. ChatGPT, ça ne marche pas, ça donne de très mauvais résultats, c'est moins bien que Google quand on cherche une information, c'est plein d'hallucinations de toutes sortes. Et quand on sait comment c'est fait dans le bricolage interne avec la température qu'il faut mettre à un tel degré, c'est vraiment du bricolage. D'ailleurs, c'est assez fascinant de voir qu'on ne sait pas vraiment, ces modèles nous dépassent intellectuellement tellement qu'on est obligé de bricoler pour faire quelque chose avec, qui fait que c'est vraiment quelque chose qui pourrait décevoir. Bon. Alors, moi, je crois qu'il y a un potentiel énorme en matière de santé sur tous les domaines dont vous avez parlé très justement. Il y a énormément de domaines qui vont être formidables pour les pays du Sud parce qu'on va pouvoir faire de l'éducation à distance, de la santé à distance, et que donc on va pouvoir, dans l'immensité de la croissance de la population indienne et africaine, peut-être régler le grand danger de l'absence d'éducation et de santé pour eux grâce à la télémédecine, à la télééducation. Ça, c'est un grand progrès. Mais pour le reste, il faut le voir comme une étape.
Et si on revient à votre question, je pense que la France et l'Europe auraient intérêt dès aujourd'hui à se préparer aux étapes suivantes. Oui, nous avons raté les étapes précédentes. Mais les étapes suivantes, c'est quoi? C'est la nanotechnologie, c'est les biotechnologies et c'est l'informatique quantique. C'est là qu'il faut aller. Il faut tirer sur la cible qui est devant et pas sur la cible qui est déjà passée. Il faut tirer devant la cible et pas sur la cible qui est déjà passée. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut aller. Si on veut vraiment... Et c'est là-dessus où les États devraient investir. Tant en matière de recherche que de formation. C'est là, je dis en passant, qu'on a fait beaucoup d'erreurs en France, en particulier récemment, quand on a créé les conditions pour que les jeunes filles n'aillent plus faire des études d'ingénieur. Ça, c'est une erreur qu'on va payer pendant 20 ans. Donc, former des ingénieurs, viser les métiers d'après-demain et pas les métiers d'hier, et ne pas voir l'intelligence artificielle comme un sauveur de quoi que ce soit. Ce n'est qu'un petit maillon dans une chaîne très longue. Merci. Alors, Tatiana Jama, donc vous avez un parcours très riche, je l'ai dit tout à l'heure, et j'avais envie de vous demander, parce qu'en préparant cette session, on s'est dit il y a quand même un sujet, il va falloir le mettre sur la table là aujourd'hui, à la veille des élections. Comment envisagez-vous un usage et un développement de l'intelligence artificielle qui œuvre dans le sens de la défense de la démocratie, peut-être à rebours de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Parce que je crois que vous y avez beaucoup réfléchi. Merci, c'est une merveilleuse question. Effectivement, on l'a vu et on en a beaucoup parlé, l'intelligence artificielle est une opportunité exceptionnelle pour nous tous, pour les dirigeants du CAC, pour les sportifs de haut niveau, pour les activistes, pour les entrepreneurs ou pour les investisseurs, mais c'est possible qu'à une seule condition, et c'est un élément indispensable pour relier les mondes, le maintien de nos démocraties. On se rend compte qu'on est dans un monde aujourd'hui où il y a deux grands défis, qui sont des défis qu'il faut qu'on arrive à relever ensemble et qui nous concernent toutes et tous. Le premier grand défi est autour de la notion de vérité et la notion de confiance. Le deuxième est autour de la problématique des oligopoles et des monopoles. Si je prends ma casquette d'investisseur, j'étais avocate un court instant. Si je prends ma casquette d'investisseur, je dois analyser les risques. Et les risques de l'IA ne sont évidemment pas liés à la destruction d'emplois ou à la fin de l'humanité, mais dans sa capacité à produire de faux contenus. Demain, il sera quasiment impossible de distinguer un vrai contenu d'un faux contenu, que ce soit du texte, de l'image ou des vidéos. On reçoit énormément de dossiers sur le sujet, que ce soit sur des logiques d'identification, d'authentification ou de vérification. Et on se rend compte, et la science nous dit, qu'il n'y a pas de solution pérenne à cette problématique. Je ne sais pas si on est tous d'accord, mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de solution à cette problématique. Et donc, comment est-ce qu'on va faire si la perte de confiance est généralisée et que la vérité est difficile à établir pour faire démocratie ? On a et on voit émerger deux grandes approches, une approche préventive et une approche éducative. L'approche préventive consiste à se concentrer sur le vecteur de crédibilité. Et donc on se concentre sur le canal et non sur le message. C'est une approche qui a notamment été prise par Taïwan, où les citoyens taïwanais savent que tout est par défaut faux, sauf ce qui provient d'une source gouvernementale avec un numéro de téléphone unique et une adresse unique. Il y a une approche qui est plus éducative, qui est celle qu'on essaye d'embrasser, et qui consiste à nous éduquer au fonctionnement des algorithmes et aux bulles informationnelles. Le problème, c'est que nos cerveaux, on le sait, et certains sociologues, dont Bronner le souligne, sont plus aptes et ont plus envie de contenus qui sont violents ou sexuels. On n'a pas du tout envie d'avoir des informations intéressantes. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour s'éduquer, pour éduquer et créer une forme de sécurité cognitive pour discerner le vrai du faux? Il y a un élément qui est indispensable, c'est la confiance. Comment est-ce qu'on arrive à avoir confiance en nous, en notre capacité à discerner? Comment est-ce qu'on arrive à renforcer nos pôles de confiance qui aujourd'hui sont dans de mauvaises postures, que sont notamment les médias et la recherche? Voilà.
Le deuxième grand sujet, ou la grande problématique, c'est évidemment les oligopoles. On l'a vu, les réseaux sociaux ont effectivement joué un rôle dans toutes nos dernières élections. Et ce qui va se passer avec l'IA générative ou nos IA personnelles, c'est qu'on va évidemment leur demander d'avoir un certain nombre de news, mais on va aussi leur demander leur avis. On va leur demander leur avis sur le wokisme, les rencontres d'ex ou le conflit au Proche-Orient. Qu'est-ce que l'IA va répondre? En fonction du substrat culturel sur lequel il va être entraîné, la réponse va être différente ou pas. Sauf qu'aujourd'hui, les versions différentes existent très peu, puisque nous sommes dans cette logique de monopole. Il y a une bonne nouvelle, quand même. Il y a une bonne nouvelle, qui est que, comme vous le disiez, Françoise, on a réussi, alors qu'on est quand même un petit peu en retard, à faire émerger en notre sein une entreprise exceptionnelle qui est la seule aujourd'hui indépendante et capable. Et c'est une entreprise française, c'est Mistral. Et ça, c'est déjà assez exceptionnel. Je terminerai juste par dire que les préoccupations autour de l'IA sont finalement quelque chose de très européen. Tous les États totalitaires, tous les ingénieurs du chaos ne se posent pas vraiment la question. Il faut qu'on arrive à massivement investir dans l'IA, puisque la souveraineté technologique précède la souveraineté économique qui précède la souveraineté politique. Merci beaucoup. N'hésitez pas à intervenir. Peut-être une question à Paul Hudson à propos des données en matière de santé. C'est un enjeu important. En France, on est assez frileux, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'on n'a pas très envie que les données soient à disposition. Il faut des autorisations préalables, etc. Est-ce que c'est une question qui se pose pour vous, Sanofi, ou est-ce qu'aujourd'hui, elle est réglée? Well, I touched on it a little. J'ai évoqué ça tout à l'heure, un petit peu. C'est que les données individuelles, c'est une ligne qu'il ne faut pas traverser. Et il ne faut pas le faire. Je vous donne un exemple. On a un excellent partenariat avec une entreprise qui s'appelle Oiken, une entreprise française de l'IA. Ils utilisent ce qui s'appelle l'apprentissage fédéré. Vous ne le connaissez peut-être pas. C'est où ils vont entraîner l'algorithme avec des données au sein des hôpitaux. L'algorithme va dans l'ensemble de données de l'hôpital. Il apprend à reconnaître les tumeurs dans l'oncologie et puis l'algorithme part sans données. Tout ce que ce modèle a vécu, c'est qu'il a été entraîné. Il n'a pas de données. Cela veut dire que ça ne compromet pas la donnée de qui que ce soit, mais un modèle qui a été entraîné sur un ensemble de données beaucoup plus large qui pourrait être appliqué pour trouver un cancer dans un autre patient quelque part ailleurs en France ou dans le monde. Il faut pouvoir profiter de cette opportunité et utiliser les outils de manière bien sûr responsable. Mais si on a une hésitation, si on a peur d'agréger les données et chercher les schémas, on est vraiment en train de rater quelque chose. Je pense que vous avez parlé des ludites en début de présentation, mais c'est quelque chose qu'on évoque de plus en plus aujourd'hui parce que l'opportunité d'avoir peur est plus grande que le risque que nous prenons pour les patients. On ne peut pas rester dans un monde où certaines maladies n'ont pas de traitement. Et si on regarde des ensembles de données plus larges, on pourrait peut-être cibler ces maladies. Donc, l'apprentissage fédéré, utiliser ses propres données, ça c'est une option. Et on a également mis en place, on vient de mettre en place une collaboration unique avec OpenAI. J'ai passé du temps avec cette équipe. Jacques, vous avez évoqué ça. Parfois, ce n'est pas meilleur que Google, ChatGPT. Mais ce qu'on cherche à faire, c'est d'utiliser nos données pour customiser GPT 5, 6 et 7 afin que ce soit plus efficace. On me pose la question, pourquoi vous partagerez vos données avec d'autres personnes? C'est parce que je travaille dans la santé. J'ai voulu m'impliquer dans la santé afin que les vies de chacun puissent s'améliorer. Je souhaite qu'on puisse tous s'améliorer, qu'on puisse tous aller plus loin.
une fois qu'on a commencé à faire cela, je vais me mettre en concurrence avec d'autres, avec Pfizer, avec d'autres. Mais en attendant, il faut permettre à ce que chacun partage les outils afin qu'on puisse cibler des maladies. Alors qu'il ne faut jamais partager des données individuelles, il faut jamais breveter les données, mais il faut travailler ensemble pour l'amélioration de la société. Dans le rapport qui a été remis à Emmanuel Macron par Philippe Aghion et Anne Bouvreau, il y a une préconisation de gouvernance mondiale. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il faut aller dans cette direction? Est-ce que quand vous discutez avec vos entreprises, est-ce qu'elles sont très méfiantes de ce type d'initiative ou au contraire elles sont pour? Bien au contraire, je pense qu'ils sont pour. Et aujourd'hui, le problème qu'on a, même au niveau européen, c'est comment on va transcrire, par exemple, l'AI Act dans les différents pays d'Europe. Imaginez une boîte comme Sanofi qui fait de la recherche sur des molécules. S'ils ont des réglementations différentes en fonction des pays, ça devient cauchemardesque. Comment ils arrivent à opérer leur entreprise? On a déjà des problèmes, d'énormes problèmes sur les données. Parce que les règles sur les données sont différentes en fonction des pays. Quand on fait des projets, on doit travailler avec les clients pour voir comment on va traiter les données, d'où est-ce qu'elles peuvent être accédées, par qui, dans quel pays, etc. Là, maintenant, on va aller sur la réglementation de modèles. Donc, je suis en train de définir le fait que telle tâche va être faite à l'aide ou aidée à l'aide de tel modèle. Si ce modèle doit être régulé d'une manière différente en fonction des pays, ça devient cauchemardesque pour l'entreprise. Donc, avoir une gouvernance mondiale sur ces sujets, c'est réduire le risque pour les entreprises en termes de fonctionnement. Juste pour avoir une idée, l'AI Act, il y a 100 articles. Oui. D'accord ? Je pense que personne n'a assimilé dans aucune entreprise qu'est-ce que ça veut dire pour eux et comment gérer leurs risques dans le futur. Donc avoir quelque chose qui soit commun au niveau mondial, je pense que ça aide beaucoup les entreprises en termes de gestion de risque et de définir l'éthique, comment fonctionner, comment protéger les données et comment aider leurs clients. Tatiana, je reviens vers vous peut-être. Je sais que vous avez évoqué tout à l'heure Mistral AI, donc on a une start-up, mais comment vous voyez, vous, ce monde des start-up face à l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il est extrêmement foisonnant et notamment, est-ce qu'il y a des femmes Voilà, une question. Merci pour cette question. Alors, où sont les femmes? C'est une bonne question. J'ai commencé à entreprendre en 2009 et j'étais convaincue que nous étions dans une méritocratie formidable. Et j'ai eu la chance d'effectivement vendre ma première société, de lever des fonds, et donc je me suis dit merveilleux. On peut effectivement arriver à monter notamment dans les selles sociales grâce à l'entrepreneuriat. 10 ans plus tard, je me suis mis à compter les femmes pour que les femmes comptent. Et en comptant, j'ai réalisé que sur les 10 dernières années, si on prend l'ensemble de l'argent du venture, il n'y a que 2% de cet argent qui est allé à des femmes entrepreneurs. L'année dernière, c'était 1,8%. 2%, c'est moins qu'un pourboire. Ça n'a aucun sens. Et donc, j'ai décidé de lancer un fonds d'investissement qui s'appelle Sista Fund, qui a un objectif de 100 millions d'euros, qui finance les femmes entrepreneurs et les équipes paritaires. Je pense que c'était un problème dans l'entrepreneuriat, dans la tech en général, depuis toujours. Et le problème aujourd'hui qu'on a est encore plus grand, puisqu'on a de moins en moins de femmes ingénieurs et de moins en moins de femmes scientifiques qui lancent des sociétés. Il y a un point positif, c'est qu'on a quand même des entrepreneurs qui, pour moi, sont de plus en plus, et notamment Arthur Mensch, cette table n'est pas sponsorisée par Mistral, mais il y a notamment Arthur Mensch donc, qui porte Mistral, qui par exemple a une équipe 100% paritaire. Et je pense que ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est en parler. C'est de se dire que les biais dont nous sommes victimes est une programmation par défaut. C'est pas grave, il faut juste qu'on arrive à comprendre et à agir dessus, et que ensemble, femmes et hommes, il faut qu'on arrive massivement à faire en sorte que la tech et que l'intelligence artificielle soient plus paritaires, notamment sur l'entraînement, parce qu'on va se retrouver sinon avec un accroissement des inégalités. Et comme on n'est déjà pas très bon en termes de parité, si ça s'accroît, ça sera vraiment pas sympa et limite toxique.
On en revient aujourd'hui, et la French Tech, je pense, fait son grand mea culpa. Je ne sais pas vraiment si les solutions existent, mais en tout cas, on est dans une forme de politique volontariste, parce qu'on ne peut pas se retrouver avec des équipes tech où il y a 500 personnes et 86% d'hommes. Ça n'a aucun sens. Juste rebondir là-dessus. Alors, franchement, je pense qu'on peut y arriver. Hein. Donc, nous avons quand même une boîte de plus de 300 000 personnes. On a 38,5% de femmes. Et on est dans les services technologiques. Maintenant, je pousse ça depuis des années. Si on pousse, on peut y arriver. Et on trouve les femmes. Donc, je pense que c'est absolument possible. L'objectif à 40% à 2025. Et on va y arriver. Donc, je pense qu'il ne faut pas perdre espoir sur le sujet. Combien dans votre COMEX? Non, je suis à 30% au niveau du COMEX. C'est un objectif de passer à 40%. Non, c'était une question. Non, bien sûr. En fait, bien sûr que je suis d'accord avec vous tous, mais ma fille a fait un master en ingénierie à UC Berkeley et c'était vraiment intéressant parce qu'on l'a invitée à venir 8 semaines avant le début des cours. Elle devait apprendre à lever des fonds, comment mettre en place une entreprise, comment prévoir et planifier les capitaux propres, comment protéger les propriétés intellectuelles. Ils ont ramené des anciens diplômés qui ont été des experts et elle devait passer le bootcamp de l'entrepreneuriat avant de rentrer dans son master de l'ingénierie, afin qu'elle ne soit pas intimidée par d'autres, par un homme qui lui disent autre chose. Malheureusement, elle a fini à Tesla dans le prototypage, mais leur génération croit toujours qu'ils peuvent être encore la première génération d'entrepreneurs. Mais je me pose la question de combien d'universités équipent les entrepreneuses à pouvoir avancer sur ce type de projet. Katali, peut-être avez-vous vu ça récemment, l'équivalent du Goncourt japonais a été donné à un écrivain dont malheureusement je n'ai pas noté le nom, mais bon, quand il a reçu le Goncourt, il était devant un public comme vous là, et puis il a dit j'ai écrit en large partie avec de l'intelligence artificielle. Et ce qui est frappant, c'est qu'au Japon ça n'a pas posé de problème. Je pense qu'en France ça aurait fait un petit scandale. Et plus généralement, moi je me dis souvent là, c'est dans le secteur culturel, on dit quelque chose de ce qui se passe dans l'économie et dans la société en général. La première grande grève de l'intelligence artificielle, elle s'est passée à Hollywood, c'était les scénaristes. Et vous avez écrit récemment, vous aviez déjà écrit un livre magnifique qui s'intitulait Bruit il y a longtemps, mais vous avez écrit récemment une chronique dans laquelle vous disiez que ce qui se passe dans le secteur musical vis-à-vis de l'intelligence artificielle, avec beaucoup de questions justement sur la manière dont elle s'alimente avec des chansons existantes et au mépris total des droits d'auteur, posait beaucoup de questions, à la fois questions sur ce que c'est que la création dans le fond, et puis le respect des auteurs. Qu'en pensez-vous ? Vous avez résumé ce que j'ai dit, donc je peux difficilement le refaire. Vous pouvez dire beaucoup d'autres choses. Oui, la musique a toujours été en avance sur les autres domaines, simplement parce que comme c'est un domaine totalement immatériel, elle peut explorer le champ des possibles plus vite qu'aucun autre. Les seuls domaines qui vont aussi vite, c'est les mathématiques et la finance, qui elles aussi sont des domaines très légers en matière et qui donc vont beaucoup plus vite dans l'exploration des possibles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on prend l'histoire, on pourrait parler longuement comment la musique étape par étape a été toujours en avance sur les grandes mutations ou l'affrontement des grands problèmes. Et aujourd'hui, en effet, c'est l'explosion de la question des droits d'auteur, plus exactement de la création, de la propriété. Ça renvoie à ce que vous avez dit sur la vérité, mais non seulement la vérité, mais l'authenticité, ce qui n'est pas la même chose que la vérité. Donc oui, il y a là des problèmes absolument immenses qui vont se poser et qu'il va falloir prendre, je crois, d'une façon positive et qui renvoie, je crois, à la réponse que vous avez donnée tout à l'heure, qui parle. Après tout, la musique aussi est en avance quand elle a créé le scandale en créant la musique sous forme de mélange de musique. Ce que font les DJ, c'est de la musique. Mais c'est de la musique qui existe. Oui, c'est de la musique.
Mais c'est peut-être pas celle que vous préférez, mais c'est de la musique. Et c'est un mélange de musiques diverses. Et il y a cette avancée. Ce que vous faites, vous, en pharmacie, c'est la même chose. Vous prenez des trucs qui existent ici ou là et vous en faites un cocktail pour faire autre chose. Donc c'est d'une certaine façon la même chose. Il faut s'habituer à ce que nous sommes dans des univers hybrides, métissés, je dis ça pour demain, dans lequel le mélange est une bonne chose. Le mélange entre le réel et l'artificiel, le mélange entre les sources différentes, c'est une bonne chose. Il faut l'accepter, et la création vient toujours du dépassement des domaines. C'est toujours dans le nouveau. Le nouveau, c'est toujours quand on fait des ponts entre des domaines. Et faire le pont entre le réel et l'artificiel, ça a toujours, je pourrais en parler longuement, ça a été l'histoire de l'art en général. Donc il faut l'affronter. Le point le plus difficile, c'est la vérité. Moi, je crois qu'il y a un domaine sur lequel c'est absolument clé. Si on a, le sol va s'effondrer sous nos pieds si dans 3 ans à Aix, ce sont des hologrammes de nous qui ne seront pas nous, qui diront le contraire de ce qu'on pense. Ce qui peut être possible dans 10 ans, mais ce qui aura lieu. La façon de l'éviter, c'est d'investir beaucoup, et je pense que c'est possible, pour avoir des applications qui permettent de répondre à cette question. Je ne comprends pas pourquoi une application qui s'appelle Pinterest, qui me permet d'aller prendre une photo d'une fleur et de savoir en 4 secondes le nom de cette fleur, une application qui s'appelle Shazam, qui me permet en 2 secondes de nommer une œuvre musicale, et qu'il n'y a pas une application qui me permet de dire ce que vous venez d'entendre est faux. Ça doit pouvoir exister. Malheureusement... Peut-être que ça existera. Pour l'instant, encore une fois, toutes les technologies de marquage ou de fingerprint ne fonctionnent pas de façon pérenne. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est encore une fois s'éduquer. Il y a une initiative qui est merveilleuse du Conseil national du numérique. Donc le Conseil national du numérique essaye de dicter la politique numérique publique. Et ils ont lancé récemment, sous l'impulsion de Gilles Babinet, une initiative qui s'appelle Café IA. Ce qui était super pendant ces 2 jours, c'est qu'on a trouvé plein d'ambassadeurs, et on continue à en chercher, pour essayer, pas de former, mais plutôt de créer une culture de l'IA. Le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde veut former, mais avant de former, il faut avoir envie d'être formé. Et je pense que ce chemin qui a été fait d'aller faire une centaine, bientôt des milliers de rencontres un peu partout en France pour mettre tout le monde d'accord et essayer de lever les inquiétudes et les mythes autour de l'intelligence artificielle, de réinventer le récit de l'intelligence artificielle pour qu'il soit positif, nous permettra, nous, de tenter d'être un géant technologique. Mais c'est impossible de le faire si on n'embarque pas l'ensemble de la population avec nous. Jacques Attali, vous allez... Non, juste un petit mot, puis après il faut peut-être laisser un mot public. Sur la réglementation mondiale, ça fait très longtemps qu'on cherche. Asimov avait proposé des lois dans les années 30-40. Les Japonais ont proposé des choses remarquables. L'UNESCO a fait une charte mondiale de l'intelligence artificielle. Mais ce qui est le plus probable, c'est que ça se termine de la façon suivante. On va faire des normes qui seront bénies par tout le monde, qui seront imposées par les Américains et les Chinois, et que les Américains et les Chinois ne respecteront pas. Et c'est ça qui va se passer. Bien vu. Alors, des questions dans la salle. Alors, monsieur, là. N'hésitez pas à lever le doigt. Voilà, vous avez 2 questions de ce côté-là, ici et là. Merci beaucoup. Merci de vous présenter. Je m'appelle François Blondeau et je suis étudiant. J'ai une question par rapport au développement de l'intelligence artificielle en Europe. Sur les 20 dernières années, depuis le développement d'Internet, etc., il est indéniable qu'on est dépendant des technologies américaines et maintenant aussi des technologies chinoises. Et vous disiez justement qu'il fallait peut-être viser autre chose que l'intelligence artificielle en parlant d'une course qui était déjà perdue pour l'Europe. Mais le développement de l'intelligence artificielle a ouvert une guerre du coup sur l'exploitation des données. Et justement, est-ce que le premier pas pour s'émanciper des technologies américaines et chinoises, ça ne serait pas justement de développer nos propres fleurons européens comme Mistral AI
pour justement ensuite mieux développer les prochaines technologies et prendre de l'avance sur les Américains ou encore les Chinois. Merci beaucoup. Écoutez, moi, je pense que la course n'est pas du tout perdue sur l'intelligence artificielle. Je pense qu'on a des très bonnes compétences. Là où on n'a pas les Nvidia, les Google, etc., c'est sur la puissance de calcul. Donc la course est perdue sur la puissance de calcul. Aujourd'hui, on n'a pas les capacités en Europe de développer les puissances de calcul nécessaires ou développer comme Nvidia les chips nécessaires. Par contre, on peut les utiliser. Donc la plus grande valeur ajoutée de l'intelligence artificielle va être dans l'utilisation des modèles et le développement des modèles. Et ça, on a les compétences. Pourquoi? Parce que même sur les modèles, ce sont des petites sociétés. C'est ça l'avantage. Une boîte comme Mistral, qui est un partenaire stratégique, a démarré avec 5 personnes. Il n'y a pas besoin d'avoir des milliards d'investissements pour pouvoir faire ça. Évidemment, petit à petit, ils ont levé de l'argent et maintenant, ils ont plus de moyens. Mais donc, on a la capacité de pouvoir développer les modèles, y compris des modèles français, justement, ou anglais ou autres, pour éviter que ça soit uniquement américanisé en termes de fondement et d'entraînement. Mais il faut faire l'investissement et il faut surtout créer un environnement où les gens ont envie. C'est pour ça que j'ai un peu peur des excès de réglementation, c'est que les gens vont aller le faire ailleurs. Donc il faut leur donner l'opportunité et les moyens de pouvoir le faire et surtout un environnement positif pour qu'ils puissent investir. Merci. Alors, allez-y, il y a une question, il y a plein de questions. Alors, tenez, allez-y, mademoiselle. Oui, mais c'est à vous de choisir. Oui, monsieur, vous n'importe. Bonjour, Élise Laurenceau, je suis chercheure au CNRS. J'ai une question sur la conciliation entre l'IA et la transition écologique au sens de la finitude des ressources, et notamment le fait que l'utilisation de l'IA génère une utilisation exponentielle de l'électricité et des énergies. Et donc, comment est-ce que vous voyez la possibilité de la coexistence de ces deux phénomènes? Qui veut répondre? Ouais, enfin, moi. Non, mais il est clair qu'on va dans le mur. Il est clair qu'on va dans le mur parce qu'on a longtemps cru que l'information était un substitut à l'énergie. C'est vrai dans beaucoup de domaines. Mais là, dans la façon dont l'énergie est produite, on va dans le mur. Donc pour moi, il y a d'abord une première chose, c'est quelle est la source d'énergie? Si la source d'énergie est de l'énergie durable, de toute façon, c'est mieux, mais ce n'est pas le cas aux États-Unis, pour l'instant, où se trouve l'essentiel des sources. Et donc, il y a un vrai risque de voir que le développement des technologies de l'intelligence, ou disons du numérique en général, soit un problème de plus en termes de climat. Oui. Monsieur en rouge, là. Voilà, ici. My name is Philippe Caz. I live in... Je suis Philippe Caz, j'habite à Silicon Valley. C'est une question pour Paul, parce qu'on voit que dans la médecine, il faut passer par plusieurs étapes d'autorisation en Europe, aux États-Unis, en Chine, partout. Je me demandais si l'IA et sa capacité d'autoriser les médicaments, si ça pourrait nous aider dans ce processus. Alors, pour utiliser l'IA pour approuver les médicaments, non, juste pour comparer entre l'approbation des médicaments ou d'un cadre juridique. Alors, on approuve les médicaments dans tous les pays. Qu'est-ce qui se passerait si on devrait approuver tous les modèles dans tous les pays de la même manière qu'on doit le faire avec les médicaments? Alors, nous avons 4 régulateurs majeurs au Japon, en Chine, en Europe et aux États-Unis. 50% des médicaments approuvés en Europe ne sont pas disponibles pour des patients en Europe parce que l'approbation, c'est une chose. Mais le souci, c'est qu'après cela, chaque pays va évaluer le médicament pour son impact économique par rapport à la santé. Et souvent, on voit le médicament comme plus cher que la mort.
Parce que si un patient avec le cancer meurt, cela ne coûte plus rien. Donc, c'est en fait la réalité. On ne peut pas y croire. C'est pour cela que 50% des médicaments ne sont pas disponibles, parce que tous les pays s'inquiètent et se préoccupent de l'impact de leur budget. C'est pour cela que certains pays mettent 4 ans à approuver un médicament, parce qu'ils retardent les négociations pour que les patients ne reçoivent jamais ce médicament, parce que ça va coûter de l'argent. Donc, on peut avoir une approbation européenne relativement facilement, ça prend 18 mois, mais après, il y a tout un genre de retardement pour tous les pays. Et je crains qu'il pourrait y avoir comme des orientations européennes, et puis que chaque pays mette en place des critères par pays pour des raisons de souveraineté, qui fait que c'est vraiment compliqué, impossible même d'être en concurrence avec les États-Unis, avec la Chine. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, de toute façon, ils ne vont pas suivre la règle. Ça veut dire qu'on sera moins concurrentiel. Ça veut dire que les patients n'auront pas les traitements dont ils ont besoin pour rester en vie. Est-ce que je peux vous poser une question, un peu vous taquiner? C'est pas pire au Royaume-Uni qu'ailleurs? Donc la question c'est, est-ce que c'est pire au Royaume-Uni qu'en Europe? Je pense que c'est parce que je suis britannique que vous êtes en train de poser cette question. C'est vrai qu'un système à 2 parties agit rapidement au Royaume-Uni. Mais je dirais oui qu'au Royaume-Uni c'est pire. C'est vrai. Nous travaillons bien avec le gouvernement français pour s'assurer que les médicaments soient rendus disponibles. On va voir si l'enthousiasme pour la livraison de la santé soit aussi élevé en France dans les semaines à venir. Après Brexit, le Royaume-Uni avait l'occasion de s'ouvrir à l'innovation et de mettre en place des autorisations plus rapidement qu'en Europe, mais le Royaume-Uni a choisi d'éviter cette opportunité. Mais avec Keir Starmer, et les conseils que nous allons leur donner, c'est de rendre disponible l'innovation. Je lui ai écrit hier. Les personnes oublient qu'en Europe et dans beaucoup de pays, le Royaume-Uni dépense autour de 13 milliards en médicaments. Il reçoit à peu près 34 milliards d'investissements internes. Donc, il est positif net en 21 milliards, mais les ministères de la Santé vont dire qu'ils n'ont pas l'argent pour le médicament. Et puis, le ministère des Finances va dire qu'on a besoin de ces investissements directs. Mais ça me frustre énormément. C'est ces choses qui me brisent les cœurs. Ça fait 35 ans que que je travaille dans la santé, et c'est vraiment très difficile. Dire de la pluie. Alors, plusieurs conclusions. D'abord, on a appris pendant cette session que Paul Hudson n'était pas seulement à la tête de Sanofi, qu'il était DJ de l'industrie pharmaceutique, à retenir. Et puis simplement, peut-être quelques mots avec beaucoup de choses derrière. Premièrement, on a évoqué la question des compétences essentielles. La question démocratique, je crois que vraiment aujourd'hui, plus que jamais, elle est fondamentale. Celle de la souveraineté, celle de la vérité. Et là aussi, ça a trait à la question démocratique. Et on a évoqué aussi l'importance de définir une bonne gouvernance mondiale. Voilà, je vous remercie d'avoir assisté à cette session. Et bien,